tout le monde, plaisir de vous retrouver à notre rendez-vous habituel. Alors ici Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de décrochage scolaire. Est-ce qu'il y a une différence entre le décrochage chez les garçons versus les filles? Au dire même du ministre des Finances, Éric Girard, le décrochage scolaire des garçons freine la croissance économique du Québec. Quant au décrochage des filles, pas un mot là-dessus. Les décrocheuses sont si discrètes qu'elles en deviennent invisibles. Ont-elles suffisamment de perches tendues devant elles pour raccrocher? Afin d'en discuter autour de la table, deux raccrocheuses qui ont à cœur d'en aider d'autres. Julie Collin, libraire, animatrice radio, blogueuse, et Isabelle Serra, avocate, présidente, fondatrice de Naos Jeunesse. Bonjour mesdames, et puis merci d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet qui est un sujet d'actualité et puis qui est aussi une problématique. Donc je suis très contente que vous ayez accepté notre invitation et bienvenue à Vivement les femmes. Merci. Merci, bonjour. Bonjour Julie. Alors Julie, déjà j'ai la première question avant de poursuivre avec Isabelle. Donc Julie Collin, vous êtes libraire, animatrice, radio, blogueuse. Puis j'aimerais ça que vous nous expliquiez comment c'est arrivé la période de décrochage. En fait, moi j'ai décroché à 16 ans. J'avais un secondaire 2, donc j'ai décroché en secondaire 3. Je ne l'avais pas complété. Et c'est arrivé pour toutes sortes de raisons. En fait, j'aurais l'impression que c'est une démotivation assez globale à cette époque-là. Donc, j'ai arrêté l'école à 16 ans et je suis retournée à 23 ans. Puis maintenant, j'en ai presque 42. Oui, tout à fait. Et puis, c'est quelque chose qui est venu... Est-ce que c'est quelque chose qui est venu graduellement, le découragement ou bien le fait de ne pas être intéressé? Je viens d'un milieu familial où l'éducation n'était pas du tout valorisée. Mm-hmm. Mon père avait une 3e année primaire, sa femme avait une 6e année primaire. Ouais. Et on parle des années, quand même, c'est assez récent. Là. Moi, je suis née dans les années 80, donc ça fait pas 1000 ans de ça. Mm-hmm. Donc, je pense que c'était pas valorisé quand j'arrivais avec des bulletins. C'était pas intéressant pour mes parents. Les rencontres à l'école, ce l'était pas non plus. Donc, je pense que ça me donnait pas envie de persévérer. Mm-hmm. Puis, j'avais aussi peu l'impression d'apprendre des choses à l'école. J'avais tellement hâte d'être adulte. Puis ça, je pense que vers 11 ans, déjà, ça se voyait beaucoup, là, que j'avais hâte d'avoir 16 ans pour avoir le droit de décrocher pour vrai. Ben oui, c'est ça. Alors, comme on a fait une belle recherche sur vous, ce que j'ai compris aussi, c'était plus le fait que vous trouvez que ça allait pas assez vite parce que vous aviez une bonne compréhension. Absolument. Mais ça allait pas vite. Ça allait pas assez vite, en effet. C'est sûr que... j'ai appris des choses forcément à l'école, là, mais j'avais souvent l'impression que le professeur expliquait plusieurs fois la même chose, que j'avais déjà compris. Puis comme c'était pas valorisé à la maison, j'avais comme pas envie de poursuivre, parce que j'avais l'impression que je perdais mon temps. Tout simplement, là, il n'y avait pas personne qui me disait hey, « c'est important, tu devrais poursuivre. Un jour, tu vas arriver plus loin dans tes études. Puis là, tu vas attraper un moment où tu vas apprendre des choses. » Pour moi, mes apprentissages se passaient ailleurs, se passaient beaucoup dans les livres. Ah ouais, là encore, j'étais une bébite un peu bizarre dans ma famille parce que des livres à la maison, il n'y en avait pas du tout. Oui. Mon père ne savait pas lire. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. C'est que je pense que ça n'allait pas assez vite pour moi, en effet. Mais je ne sais pas si je l'ai réidentifié comme ça à cette époque-là, ou c'est avec le recul que je le vois, là, mais je me souviens quand même d'avoir été un peu impatiente à entendre le professeur répéter encore des choses. Là. J'ai l'impression que je me vante quand je dis ça, mais c'est quand même ça qui arrivait. C'était la réalité. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, Isabelle Serra, vous êtes avocate et présidente de Naos Jeunesse. Donc, j'aimerais ça aussi que vous nous parliez de votre parcours et la période, justement, du décrochage dans votre cas. Mm-hmm. Moi, j'ai décroché également à 16 ans. C'était entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5. Oui. J'ai décroché, moi, pour des raisons... je pense que je ne fitais pas dans le cadre de l'école. Mm-hmm.
et aussi pour des raisons, je dirais, plus familiales, une famille qui nous soutenait moins, qui était moins présente. Donc, j'ai pensé, je dirais à tort, qu'en lâchant l'école, j'allais me libérer d'un milieu ou d'une situation qui était peut-être pas très bonne pour moi. Oui, oui. Donc, à ce moment-là, en vous entendant les deux, il n'y a pas eu de réaction de votre environnement face à ce décrochage? Non. Non plus, pas de réaction ni positif ni négatif. C'était un peu comme si c'était la suite normale des choses, d'arrêter l'école aussitôt que c'était possible, puis d'aller travailler. Dans mon cas, c'était ça, c'est que je suis allée travailler. Oui, c'est ça. Et puis, vous aussi, Isabelle? Moi, en fait, je suis la 5e de 5 enfants. OK. Puis, on est d'un milieu qui est scolarisé. Mon père était ingénieur. OK. Mais notre parcours scolaire n'était pas valorisé dans le sens où il n'y avait pas d'attention qui était portée. OK. Et je vous dirais que je crois pas me tromper en disant que chacun de mes frères et sœurs ont laissé l'école à 16 ans. Ah donc, oui, quand même. Oui, c'était normal. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai des frères et sœurs qui sont diplômés, comme moi, mais à l'époque, ça faisait partie presque du parcours. Puis moi, quand j'ai quitté l'école, j'ai quitté la maison en même temps. Mm-hmm. Okay. Alors, j'étais très, très vulnérable. OK. Puis, une question me vient rapidement, c'est que parfois, on a des professeurs qui nous stimulent. Est-ce qu'avant 16 ans, avez-vous des professeurs qui vous ont marqué particulièrement? Oui. Oui? Moi, j'ai eu un professeur en 3e année. Oui. Qui était une personne bienveillante, avec un regard indulgent. Mm-hmm. Et je pense que dans la vie, on appelle ça un témoin secourable. Et je m'en rappelle, je l'ai revu plus tard. Et vraiment, ça a été pour moi, je me raccrochais à cette personne pour voir un peu avoir une belle perception de moi-même à l'école. À l'école, d'accord. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait des professeurs qui étaient... Puis peut-être que je porte un jugement qui est très difficile, puis que les professeurs à l'écoute vont me dire hey, « Pourtant, Julie, je t'ai connue à cette époque-là, puis c'était pas comme ça. » Mais j'ai pas l'impression que les professeurs avaient cette influence-là sur moi positive. Puis même, je me souviens que je voulais lire quand j'avais terminé des trucs à l'école, puis qu'on m'interdisait de lire parce que, il fallait juste comme attendre que les autres aient terminé. Puis je trouvais ça donc bien pénible. Fait que j'ai pas le souvenir vraiment qu'on m'ait encouragée ou valorisée dans ma différence ou dans ma rapidité d'exécution, peu importe. Mais c'est arrivé plus tard, là, les gens plus influents. OK, merci. Selon vous, OK, quelle aide minimale vous auriez pu avoir à cette époque-là qui aurait pu vous garder à l'école jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme secondaire? Julie, ou Isabelle, est-ce que ça vous vient? Je dis, mais si j'avais eu cette aide-là, peut-être que je serais restée. Moi, je pense que ça aurait été de l'attention portée sur moi par rapport à mon parcours scolaire, par rapport à ce que j'aurais voulu faire dans la vie. Ces questions-là n'étaient pas posées, il n'y avait pas d'intérêt, de regard. De regard, d'accord. Donc, c'est cette attention-là, si je comprends bien, vous auriez aimé l'avoir de vos proches, des parents proches, ou de l'environnement élargi, amis et autres? Moi, c'était des parents. Moi, à l'école, ça allait bien. J'avais des amis. Ça allait bien avec les professeurs. J'étais bien intégrée. Mais c'était vraiment au niveau de la famille. De la famille. Oui.
Puis Julie, c'est pour Moi, je pense arrêter de l'attention, mais d'un peu tout le monde, parce que j'avais déjà décroché informellement avant de décrocher à 16 ans. Ah oui? Ça faisait déjà quelques années que je me limitais au minimum à l'école. OK, d'accord. Ah oui, puis j'avais des bons résultats, donc je pense que les gens se préoccupaient pas beaucoup de ça. Oui. Je pense que les gens disaient que j'étais pour faire mon chemin pareil ou... Je sais pas. Je suis pas dans leur tête, là, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas pris au sérieux ma détresse. Je comprends. Wow. Ce qui m'amène à poser la question que on voit que les signes précurseurs du décrochage scolaire, c'est différent chez les garçons et chez les filles. Donc, j'aimerais ça que vous nous en parlez, puis on va quand même aller avec plusieurs questions là-dessus. Et puis, quelles sont les différences? Donc, Julie? Mais moi, c'est sûr que je suis pas une spécialiste du décrochage scolaire chez les filles. J'ai mon expérience, j'ai fait quelques recherches, mais de ce que j'en comprends, c'est que les garçons, souvent, c'est un peu plus sonore. On va le savoir quand ils sont turbulents à l'école. Les filles, je pense, c'est un peu plus intérieur à ce niveau-là. Elles vont un peu moins l'exprimer. Leur malaise, c'est pas nécessairement les mêmes causes non plus. Souvent, c'est plus lié à des malaises à la maison, des choses comme ça. Tandis que les garçons, des fois, c'est des difficultés scolaires assez brutes, puis ça fait en sorte qu'ils vont décrocher. Donc, je pense qu'on passe un peu plus sous le radar parce qu'on est un peu moins vocal avec ça. Oui. Puis ce qui résume aussi quand vous l'avez dit que vous aviez déjà décroché avant de passer à l'action du décrochage comme tel. Isabelle? Bien, je dirais que c'est exactement ça que moi j'ai observé puis au long de mes recherches. Effectivement, c'est vraiment l'expression là, que les filles passent sous le radar. Elles ne dérangent pas en classe, elles ne font pas de bruit, on ne s'en rend pas compte, puis tout d'un coup, on les perd. Selon la littérature là, sur le sujet, en gros, là, c'est vraiment en gros les causes. Les garçons, ça a été dit que c'était un déficit de compétences face à une tâche, en gros. Ah, OK. Et que les filles, comme le disait Julie, ça va plutôt être associé à des stresseurs sociaux. Passage primaire, secondaire, ça, c'en est un, mais il y en a d'autres, c'est plus par rapport à les relations avec les autres. Oui. Puis aussi, peut-être la valorisation aussi selon peut-être les différentes cultures, la valorisation de la fille versus du garçon. Est-ce que ça peut être je pense que une cause aussi? Okay. Puis on entend tellement que l'école est faite pour les filles que je pense que les filles passent encore plus sur le radar parce que c'est dans la culture ambiante. Moi, quand je dis que j'ai décroché l'école... Les gens me croient pas sur le coup. Là. Non, mais non, pas toi, t'as pas l'air de ça. Mais ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi? Mais après ça, ils réalisent l'absurde de leur réaction. Bien sûr. N'empêche que je pense que vu que c'est dans l'ambiance tout le temps de dire que les filles réussissent bien à l'école, que l'école est faite pour elles, que c'est les garçons qui décrochent. Tantôt en introduction, vous parliez d'Éric Girard. Ben, c'est tout le temps comme ça. On entend toujours parler des garçons. C'est sûr que ça a des impacts, ça, sur le décrochage scolaire des filles. Parce que, Isabelle, vous allez dire quelque chose, allez-y, oui. Mais quand on observe là, les courbes de décrochage scolaire au cours des 20 dernières années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution de part et d'autre, du côté des filles comme du côté des garçons. Par contre, la diminution depuis les 20 dernières années, depuis même 24 dernières années, là, on a des chiffres qui partent de 2000, la diminution au niveau des filles est d'à peu près 5 %, alors que les garçons, c'est le double. Ils ont réduit le décrochage scolaire des garçons de 10 % dans les dernières 20 ans. Et les filles, on voit que c'est comme on dit un noyau dur. Oui. Puis, évidemment, il y a plus de garçons qui décrochent, on le conçoit, mais il y a quand même beaucoup de filles. Puis chaque fille qui décroche, ça a des conséquences vraiment graves et dramatiques qui sont très lourdes. Évidemment, pour les garçons aussi, mais pour les filles... moi, je considère qu'elles ont une vulnérabilité quand même assez accrue du fait qu'elles ont décroché. Oui, c'est ça. Et puis, Isabelle, c'est ce que j'avais lu aussi, qui un peu confirme ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des études qui démontrent que la scolarité des mères a une influence directe sur la réussite scolaire des enfants, parce qu'on dit, bon, ce sont les femmes qui sont en général, qui accompagnent généralement au niveau scolaire. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Oui, c'est effectivement le cas. Donc, quand on agit sur la persévérance scolaire des filles, on est en train de briser un cercle vicieux parce que, effectivement, ça c'est démontré que la scolarité des mères est un facteur déterminant par rapport à la scolarité des filles et des garçons. Oui. Donc, quand on agit sur la persévérance des filles, on agit aussi sur la persévérance des garçons. Et effectivement, les répercussions au niveau social, ce qu'on sait, c'est que quand une fille a décroché, son salaire est beaucoup inférieur à celui d'un garçon qui a décroché. Exactement. Donc, ça continue, ça perpétue le cycle de la pauvreté également. Oui. Surtout que les garçons, souvent, ils peuvent aller même dans des métiers de la construction, qui sont des métiers bien payés. Vendre des voitures, des choses comme ça, alors que les filles, souvent, ça va être le salaire minimum. Oui. Puis si elles se retrouvent, c'est pas ma situation, mais si elles se retrouvent enceintes en bas âge, ça peut être un frein au retour à l'école d'avoir des enfants, puis en même temps, c'est une grande source de motivation. Comme on disait tantôt, c'est d'être un exemple pour ses enfants, autant garçons que filles. Oui. En 2015, là, il y a des études qui ont été faites par le ministère de la Condition féminine, puis Réseau Réussite Montréal. Puis ce qui ressortait, c'est qu'un garçon qui décroche va gagner de 15 à 20 000 $ de plus par année qu'une fille qui a décroché. Quand même. Oui. C'est énorme. Est-ce que le fait que ça a diminué le décrochage un peu plus chez les garçons que chez les filles. Est-ce que c'est parce qu'il y a des outils qui ont été mis en place? Oui. Je suis certaine que oui, parce qu'on en parle tellement, on se préoccupe du décrochage des garçons. Donc, évidemment que ça a des effets positifs, que ça va diminuer le décrochage scolaire. Il y a des mesures qui ont été mises en place. Oui. Parce que pour les filles, ben, on fait juste rien. Là, je regardais il n'y a pas longtemps une statistique qui est sortie. On disait qu'un garçon sur 5 a décroché pendant la pandémie. Mais il y a une fille sur 8 aussi. Mais quand est-ce qu'on a lu ça quelque part, à part sur mon blog? Nulle part. Absolument. J'ai pris les mêmes statistiques qui étaient sorties, là, les mêmes documents, puis là, je me suis dit, pour les filles, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. 1 sur 8, c'est pas négligeable. Mais on n'en parle jamais. Ouais, donc, vrai. Non, il n'y a pas de programmes qui sont faits spécifiquement pour les filles. Oui. Alors, oui, je voulais renchérir. Là, effectivement, depuis 2000, il y a eu, comme je disais, une grosse baisse, mais c'est tous des programmes. On en a entendu parler dans ces années-là. On a fait des programmes pour le décrochage scolaire, mais ce qu'on est allé offrir, c'est des choses qui allaient davantage intéresser les garçons. Ah, d'accord. Donc, les garçons étaient plus... je donne des exemples comme la robotique ou le sport, beaucoup le sport, et ça a eu des effets vraiment bénéfiques. Oui. Mais les filles, nous, ce qu'on remarque, c'est que non seulement en général, on généralise évidemment, les filles vont moins participer, mais aussi, et surtout quand les filles participent à des activités mixtes, elles vont avoir moins de place, peut-être moins en bénéficier. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous heurte dans cette invisibilité-là des décrocheuses? Qu'est-ce qui vient vous chercher quand vous voyez ça, plusieurs années après? Bien, je pense que ça aurait pu être évitable que je décroche. Oui. Ça aurait pu être évité si j'avais été vue à cette époque-là. Peut-être aussi que j'aurais été vue puis j'aurais décroché pareil. Mais j'aimerais que les filles soient vues pour éviter un certain pourcentage de décrochage scolaire. Il y a peut-être des gens qui... Ça serait possible que si elles étaient vues, ces personnes-là, qu'elles fassent « Hey, moi, je vais peut-être rester encore un peu. Peut-être que je peux essayer cet aménagement-là pour y arriver. Peut-être que je peux persévérer encore 1 an ou 2. » Oui, tout à fait. Oui, je pense que d'être vue, j'aurais aimé ça. Oui, hein. Isabelle, c'est votre point de vue? Oui, c'est la même chose. C'est vraiment de leur permettre aussi de se connaître, là, puis de mettre le doigt sur ce qui pourrait être des entraves à leur poursuite scolaire. Il y a beaucoup de facteurs, c'est complexe. Mais si elles sont capables de porter elles-mêmes un regard indulgent sur elles-mêmes, mais aussi que l'entourage le fasse, parce que c'est des facteurs qui sont plus sociaux, le tissu social, qui est super important pour les filles. Donc, si on travaille en prévention, il y a du travail à faire, mais il y a vraiment une possibilité de le faire auprès des filles. Oui. Merci.
Isabelle et Julie, êtes-vous d'accord avec, j'ai lu ça, au fait que les jeunes qui ne fréquentent pas de décrocheurs sont peu susceptibles de décrocher? Est-ce que c'est... C'est-à-dire que si les jeunes n'ont pas de décrocheurs autour, ben ils ont moins de chances de décrocher. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de vrai, ça? C'est la première fois que je réfléchis à ça, mais j'ai l'impression que, comme dans n'importe quoi, quand on était adolescent, en tout cas, moi, je me faisais dire que les amis que j'avais, c'est sûr que c'était pour avoir une influence. Donc, ça m'étonne pas dans un sens que si on fréquente des gens qui ont décroché, on va peut-être plus décrocher et inversement. Puis en même temps, je pense que si on m'avait rencontré avant que je raccroche, parce que j'ai raccroché à 23 ans, mais si on m'avait, je sais pas, rencontré à 22 ans, je suis pas sûre que j'étais un exemple de réussite de personne qui a décroché là, je comprends. à cette époque-là. Je pense que ça dépend à quel moment, peut-être, que ça peut avoir une influence sur le décrochage scolaire des proches. OK, oui. Isabelle, est-ce que ça vous dit... Mais moi, j'ai jamais réfléchi non plus à cette question. J'en ai pas non plus entendu parler. Je suis un peu à la même place que Julie. Je saurais pas quoi répondre. Ouais. Moi, dans mon cas, c'est sûr que mon entourage proche, c'était des décrocheurs, dans le fond. Donc, c'est sûr que dans mon cas, ça a dû avoir une influence. Oui. Mais est-ce que ça... Ça a toujours une influence, peut-être pas. Est-ce que c'est significatif? Voilà. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Là. OK. Puis en même temps, je pense à ma situation où est-ce que moi, j'ai quand même voulu m'extraire d'une classe sociale aussi à une certaine époque. Puis pour moi, la facilité, c'était d'arrêter l'école, puis d'aller travailler, puis de vivre de mes propres ailes le plus rapidement possible. Mais j'aurais pu avoir une réaction complètement inverse, en fait, puis me forcer vraiment beaucoup à l'école, aller le plus rapidement possible, tout à fait, puis aller chercher des grandes études tout de suite, alors que c'est pas ça qui s'est passé. Peut-être parce que j'avais pas assez de confiance en moi ou je savais pas que c'était possible d'aller chercher tout ça parce que j'avais pas les modèles autour de moi, mais n'empêche que j'aurais pu avoir la réaction complètement inverse. C'est que je sais pas jusqu'à quel point de fréquenter des gens qui ont décroché, ça peut avoir un effet complètement contraire. Oui, tout à fait. Non, la question est bonne alors. Oui. Puis maintenant, comment ça arrive le fait que un jour, je me dis, je raccroche, je décide d'aller à l'école? J'aimerais avoir vos histoires. Donc, Isabelle. Moi, je l'ai raccroché à 19 ans. Donc, j'ai décroché à 16 ans. Et à 19 ans, moi, ça a été... je suis quelqu'un qui prend des décisions. Je pense que ça se mûrit dans ma tête sans que je m'en rende compte. Puis après, je prends des décisions spontanées. Et à 19 ans, là, je me suis vraiment dit que, en fait, j'avais aucune direction dans ma vie entre 16 et 19 ans. J'avais rien devant moi. Je savais absolument pas ce que j'allais faire de ma vie. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il faut que j'agisse. Mais j'étais assez perdue. Donc, moi, je suis allée cogner à la porte de la commission scolaire. À l'époque, c'était la commission scolaire Sainte-Croix. Ah oui, d'accord. Sur la rue... c'est Saint-Laurent, ça? Non? Maintenant, c'est Marguerite Bourgeois. Ah, Marguerite Bourgeois, oui. Sur Côte-Vertu. Voilà, oui. Alors, je suis allée cogner à la porte parce que je savais qu'elle était là, parce que j'ai un oncle qui travaillait là, puis que mes parents m'avaient montré où travaillait mon oncle. Et puis, en cognant à la porte, j'ai été reçue. J'ai dit à la réceptionniste que je voulais retourner à l'école. Et là, ça a été pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que le directeur, probablement, je ne sais pas de quel département, m'a reçue dans son bureau. Et il m'a dit tout simplement, « Parfait, on t'attend lundi. Tu viendras te présenter, c'était Katimavik. Tu viendras te présenter à tel endroit, telle adresse. En passant, tu apporteras ton certificat de naissance, tu apporteras ta carte d'assurance maladie, mais on t'attend. » Et si cette personne ne m'avait pas dit ça, puis m'avait dit « Reviens la semaine prochaine avec tes papiers, puis ton diplôme, tes bulletins, puis je ne serais pas retournée. » Ben oui, je comprends. Pour moi, ça a été vraiment salvateur, vraiment cette personne, Donc, lui étant donné qu'il est peut-être formé là-dessus aussi, il a vu que vous étiez prête. Donc, c'était le passage à l'action. Donc, lui, c'était important de minimiser les difficultés. Vraiment de m'attraper au vol. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Julie, comment ça s'est passé? Moi, en fait, mon ancien copain était à ce moment-là, c'était mon copain. Il était à la maîtrise en anthropologie, puis
il m'a jamais mis de pression, mais je me sentais inspirée par son parcours. J'avais envie, moi aussi, d'avoir des amis intellectuels comme lui. Oui. Je me sentais aussi assez intimidée par moments avec ses amis, là, justement, là, qui étaient à la maîtrise, au doctorat. Je me disais, hey, moi, j'ai même pas un secondaire 5. Alors que ça paraissait pas quand je discutais avec les gens, mais moi, je le savais, je le sentais que j'étais à part et ça m'a donné envie de retourner. Donc, je me suis inscrite à l'école aux adultes. Puis j'étais classée en secondaire 5. J'étais très chanceuse. Ah oui? OK. Ouais. J'étais bonne à l'école, donc ça a été facile. Je suis vraiment une décrocheuse privilégiée là, d'avoir pu retourner à l'école aussi facilement. Donc, en 4 mois, c'était terminé. J'avais complété mon secondaire 5. 4 mois depuis avoir de bonnes notes et tout. Oui, ça s'est très bien passé. Puis je pourrais même dire que j'ai pris mon temps là. En 4 mois parce que je ne savais pas ce que je voulais faire après. Donc, d'arrêter, de compléter mon secondaire, c'était aussi, c'est quoi la prochaine étape, là? Donc, j'ai pris un peu mon temps en plus, mais ça s'est vraiment bien passé. Ça a été facile pour moi, puis une chance, dans un sens, parce que ça avait été complexe. On m'avait dit, il faut que tu recommences en secondaire 3, que tu complètes tout. Ça aurait été peut-être plus difficile pour moi, parce que là, j'ai une voie vraiment express. Ça a été vraiment salutaire pour moi, puis par la suite, je suis allée à l'université, donc ça aussi, ça a été facile. Ça a été facile d'y entrer, plus difficile d'avoir des bonnes notes à l'université, vu que j'avais aucune méthode de travail. Je ne m'étais jamais forcée au secondaire. Ça avait été très, très, très facile pour moi. Mais c'est ça. Pour moi, ça a été facile, là, mais je suis consciente que c'est pas la réalité de toutes les décrocheuses du tout. Là. Donc, je parle pas au nom de toutes les décrocheuses. Là. C'est vraiment pas ça. C'est pas la réalité de tout le monde, mais dans mon cas, à moi, ça a été facile. Ça a été facile. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec moi, Julie Collin, libraire, animatrice radio, blogueuse, et Isabelle Serra, avocate, présidente, fondatrice de Naos Jeunesse. Tous deux nous entretiennent sur le décrochage scolaire pour l'avoir vécu. Alors, Julie et Isabelle, comment on se sent lorsque on a eu son premier diplôme après avoir décroché? C'est quel sentiment qui nous envahit? Moi, j'aimerais dire que c'était de la fierté, mais je pense pas que c'était le cas. Oui. Je pense qu'après coup, j'aurais dû être fière, puis je suis fière de toutes les personnes qui retournent à l'école, puis qui diplôment et tout ça, là, vraiment beaucoup avec 25 ans de recul, mais je pense qu'à l'époque, j'en étais pas fière parce que je sentais mon retard, cette époque-là. Okay. Fait que je pense que c'était pas ça. Pour moi, c'était plus une étape. Oui. Puis je m'en vantais pas beaucoup. J'en parlais pas beaucoup autour de moi à cette époque-là. Là, je me souviens que j'allais à l'école, puis j'étais pas fière de dire que j'étais retournée au secondaire. Ah non, c'était pas ça. Mon diplôme, c'était pas encore une fierté. C'est plus tard que la fierté était pour arriver dans mon cas. Ouais, c'est plus tard. Isabelle, est-ce que c'est la même chose? Non, moi, j'étais fière, oui. Mais je l'ai vécu comme, je dirais, une clé. Une clé d'or, parce que tout de suite après mon secondaire, je me suis inscrite au cégep. Oui. Puis pour moi, c'était, dans le fond, la possibilité une porte qui s'ouvre, tu sais, ma vie qui va pouvoir aller quelque part. Oui. Donc, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est sûr que j'étais fière, mais c'était un passage. Un passage comme une direction, enfin, donnée. Oui, puis monter un étage, là, pour pouvoir, une étape, pour pouvoir poursuivre. Oui. Puis, Julie, j'aimerais savoir à quelle étape est venue la fierté? Je pense que c'est quand j'étais rendue au bac en administration. Oui.
Là, je pense qu'il y avait quelque chose pour moi parce qu'au secondaire, quand j'ai terminé mon secondaire, c'était assez rapide. Je me suis inscrite dans un DEP. Oui. J'ai été refusée. OK. Puis, Puis à la fin de la lettre que j'avais reçue par la poste, c'est l'époque, j'avais reçu une lettre, puis il était écrit « Si vous avez des questions, contactez-nous. Puis là, moi, j'ai pris mon téléphone, bien fâchée, et j'ai contacté la personne pour savoir, mais pourquoi j'étais refusée dans un DEP et qu'est-ce qui me restait dans la vie si un DEP me refusait. Pour moi, il n'y avait pas de solution. Là. C'est ça. Donc, j'ai demandé, puis là, elle m'a dit, attends un instant, je vais regarder. Ah, ben oui, je le vois, là, tes résultats étaient trop bons parce qu'il y avait eu des tests de classement pour ce DEP-là. Donc, j'avais été refusée sur une base de mes résultats sont trop élevés et tu vas vouloir faire autre chose. C'était en assistance technique en pharmacie, puis elle, ce qu'elle me disait, c'est que tu vas vouloir devenir pharmacienne et le taux de placement est de 100 %, donc c'est pas une bonne idée que tu fasses le DEP, va à l'université. Puis là, moi, je me disais, ben oui, t'es drôle, toi, va à l'université. Puis ça a mûri dans ma tête quelques semaines. Je me suis inscrite à la TÉLUQ. Donc, j'ai fait des cours par correspondance. Puis au départ, j'étais en communication. Je faisais déjà de la radio à l'époque. Donc, je m'étais inscrite un peu sur cette base-là. Puis par la suite, j'ai pu m'inscrire au bac en administration parce que théoriquement, j'aurais dû avoir des cours d'appoint, avoir un cégep que j'ai pas fait. Donc là, j'ai pu rentrer au bac et là, j'ai eu l'impression que j'arrivais à quelque chose. J'étais rentrée dans un programme qui demandait des prérequis. Là, j'étais à quelque part. Là, il y avait une fierté d'être rendue en administration. Là, ça marchait. Là. Ah, je comprends. Donc, alors, on s'en vient maintenant avec Isabelle, qui est présidente de NAOS Jeunesse. Donc, parlez-nous de la mission, là. C'est bien un organisme à but non lucratif? Oui, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2015. Donc, ça fait déjà 9 ans. Et sa mission, c'est d'encourager la persévérance scolaire et sociale des filles et aider au développement de leur plein potentiel, des jeunes filles vulnérables. Puis c'est à travers des ateliers qui sont axés sur la connaissance de soi, la valorisation personnelle, que NAOS interagit en utilisant la créativité comme principal outil d'intervention. Alors, depuis sa création, on offre aux filles un espace sécuritaire où elles vont pouvoir évoluer. C'est des ateliers qui se donnent sur toute l'année scolaire. Et ça leur permet vraiment de se découvrir, d'avoir un regard indulgent sur elles-mêmes, de pouvoir persévérer. Oui, c'est ça. Puis Isabelle, quel serait votre rêve comme dans un développement futur de NAOS? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez, je sais, on va en parler parce que c'est un organisme qui a besoin de dons aussi, mais c'est quoi votre vision? Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter qui n'est pas encore offert à NAOS? Moi, la façon dont on donne les services, dont les ateliers se déroulent, c'est très apprécié. Ça donne des bons résultats. 100% des filles aiment les ateliers et nous témoignent vraiment des résultats concrets dans leur vie. On le voit, il y a des témoignages, il y a des choses qui se passent, des filles qui mentionnent tout ce que ça leur apporte. Il faut comprendre que nos ateliers se donnent tout le long de l'année, une fois par semaine. Donc, il y a une récurrence, une appartenance à un groupe, on brise l'isolement. Et vu les bienfaits de ces ateliers-là, moi, mon rêve, c'est que ça puisse être donné partout à travers le Québec. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, oui. Pour l'instant, c'est vraiment avec notre fameux mot présentiel. Est-ce que c'est en présentiel ou vous le faites? Ah oui, OK. Donc, il y a une communauté qui se soude autour de ça. Puis il y a toujours, c'est des groupes de 15 participantes à peu près. Il y a toujours une intervenante de l'école qui est sur place. Ça permet aux filles aussi de dénoncer des situations difficiles comme l'intimidation par moment. Puis il y a toujours quelqu'un qui est là pour les soutenir, puis aussi pour leur faire connaître les services de l'école, de la communauté. Donc, on bâtit un filet social sécuritaire autour des filles. Parce que moi, quand j'ai décroché, c'est ce qui m'a le plus manqué, vraiment, parce que sur le plan académique, moi aussi, c'était pas difficile. J'avais pas de difficulté, mais à partir du moment où on décroche, on perd ce filet social sécuritaire, puis on devient plus vulnérable. Donc,
C'est partout au Québec. Partout que vous auriez aimé offrir ce service. Puis comment une jeune fille atterrit à Naos? Comment? Oui, on travaille, nous, avec les gens du milieu. Donc, on est dans... La majorité, c'est des écoles, mais dans certains centres communautaires, maisons de jeunesse, on a des écoles primaires. Oui. C'est le 5e, 6e année, école secondaire, éducation aux adultes. On a l'école Rosalie Jeté qui accueille des jeunes mamans. On en a plusieurs, donc. Et on travaille avec l'équipe. On approche l'équipe école. Et là, on explique notre programme et tout. Et là, c'est les gens de l'école qui vont identifier les filles à risque. Puis on bâtit des groupes avec... Intéressant. Donc, c'est vraiment ciblé. Une des interventions qui sont ciblées. Wow. Est-ce que vous pourriez intervenir aussi dans les centres jeunesse? Oui, absolument. Absolument. Nous, on est vraiment prêts à déployer Naos partout où il y a des besoins, puis il y en a dans plusieurs niveaux. On est quand même un petit organisme, puis on vise à grossir, puis effectivement, c'est quelque chose auquel on a pensé, puis on va vouloir le faire. Parce qu'il y a un grand bassin de décrochage scolaire dans les centres jeunesse. Exactement, oui, exactement. Donc, Julie, vous avez un blog. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ou décrier à travers ce blog? Je veux créer une communauté parce qu'on se reconnaît pas comme décrocheuse. Moi, j'en connais très peu de décrocheuses parce qu'on n'a pas un signe distinctif, ça paraît pas. On n'a pas l'air de ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui a l'air de ça de toute façon. Il n'y a pas de profil type. Il y a d'autres communautés d'appartenance qui sont plus évidentes dans la vie, mais la nôtre, elle l'est pas. Donc, je voulais créer un environnement où il y aurait des gens qui pourraient m'écrire puis me dire « Hey, Julie, moi aussi ». Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit, entre autres, me dire « Hey, moi aussi, à la même époque, au printemps 98, je me prêtais à décrocher, j'avais 16 ans. Même chose que moi. » Ah oui, wow! c'est incroyable. Donc, c'est des messages comme ça que je veux. Puis je veux aussi mettre ça sur la place publique. Je vais prendre la parole quand il y a des choses qui arrivent, comme, mettons, Éric Girard qui dit que le décrochage scolaire chez les garçons, ça fait perdre de l'argent, puis ça, à la collectivité, blablabla, alors que les filles sont invisibilisées. Quand on parle du décrochage des garçons pendant la pandémie, ben moi, je vais toujours arriver avec le petit pendant féminin du décrochage scolaire. J'amène différentes réflexions, en fait. Puis il n'y a pas de moment typique dans la semaine où je publie. Là, je publie au besoin quand ça arrive, tout simplement. Vous avez quelque chose à dire, Isabelle? Non, j'écoutais Julie, puis je me disais qu'on allait donner le lien de son blog à nos participantes. Oui, avec plaisir. C'est vraiment une communauté que je veux créer parce qu'on n'existe pas comme groupe. Moi, je ne sais pas vers qui me tourner. Je ne connaissais pas Naos jusqu'à très peu de temps. Là, ça fait à peu près 2 semaines que je sais que ça existe. C'est pas normal. On devrait se connaître. On devrait savoir c'est quoi les ressources. Donc, moi, je vais être un point central pour ça, pour partager des ressources, des choses qui existent par rapport au décrochage scolaire chez les filles, pour amener des réflexions, pour parler de mon parcours aussi à travers tout ça. Puis même me poser des questions, parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, il y a des choses auxquelles j'ai jamais réfléchi par rapport à mon propre parcours. Donc, je revisite ça, puis c'est dans le but d'éventuellement écrire un livre sur le sujet, là, peut-être dans 2-3 ans. Mais avant, je veux bâtir ma communauté, puis je veux avoir des outils, parce que tout est à créer. Puis c'est ça, puis c'est servir de modèle aussi, de dire qu'on peut arriver à avoir une carrière, que c'est un passage tout simplement. Après ça, donc, de prendre les bonnes décisions aussi pour soi. Donc, c'est ce que je vois. Donc, est-ce que, parce que je regarde un peu vos parcours, donc je vois beaucoup la culture, la créativité, tu sais, vous animez vraiment toutes les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui a été salvateur pour vous dans votre parcours, Julie, au niveau des livres? Bien, forcément, là, les livres, la radio aussi a été très importante pour moi. J'ai commencé à faire de la radio en 2005, à peu près en même temps que je raccrochais à peu près en même temps.
Donc oui, c'est sûr que d'avoir des intérêts, en fait, d'avoir des loisirs, d'avoir des connaissances, d'ouvrir nos horizons, ça donne envie de raccrocher forcément. Là. C'est sûr, tantôt je parlais de mon ancien copain qui lui aussi était très inspirant à sa façon. Là. Donc oui, la créativité, les loisirs tout simplement, là, ça a été vraiment salvateur, là, forcément. Oui, chez Naos, la créativité, c'est vraiment... en fait, c'est axé sur la créativité et l'art. D'ailleurs, il y a des études, encore là, il y a un article, par exemple, qui est sorti dernièrement de Réseau Réussite Montréal, qui est l'instance régionale en persévérance scolaire à Montréal. Puis parlait des arts et de la persévérance scolaire, puis il disait que la majorité des recherches concluent que multiplier les occasions de participer à des activités artistiques structurées accroît proportionnellement les chances de réussite. Ah oui, d'accord. Oui, alors nous autres, quand on intervient avec Naos, on utilise la créativité comme outil d'intervention. Des fois, je dis comme prétexte, parce que c'est très difficile de recruter les filles. Oui. Très difficile. Oui. Alors, avec nos programmes, on arrive facilement à les recruter, vraiment. Puis, comme nos programmes sont vraiment créativité et connaissance de soi, les filles deviennent tout de suite accrochées puis intéressées. Oui, oui. Et ce qu'on fait aussi dans nos ateliers, c'est qu'on invite, à chaque programme qu'on fait, on invite une ou deux femmes inspirantes, artistes invités, ou des fois, ça peut être quelqu'un qui fait du yoga, de l'autodéfense, mais d'autres fois du théâtre, de la danse, du slam, des mangas, selon les intérêts que les filles nous manifestent. Fait que ça a comme un double effet. Ça permet aux filles de découvrir, d'explorer des intérêts, mais aussi d'être en contact avec des femmes inspirantes et d'encourager aussi ces artistes-là à venir animer des ateliers. Là, c'est intéressant. Est-ce qu'on dirait, parce qu'on a parlé au début des garçons qui c'était plutôt vers le sport, est-ce que vous diriez que comme les filles, c'est beaucoup plus au niveau de l'art, la créativité, le côté artistique où ça part d'importance? Moi, je sais pas. D'ailleurs, nous, on travaille beaucoup sur les stéréotypes. Beaucoup dans nos ateliers. On a des grands blocs. Nous, on a 4 blocs thématiques. Là, la connaissance de soi, les stéréotypes, le vivre ensemble, l'inclusion, la diversité. Et le 4e bloc, je l'oublie. Ah oui, la relation avec les autres. Voilà, les 4 blocs. Et donc, je revenais aux stéréotypes. C'est difficile, tu sais, on a eu à un moment donné un groupe où ces filles-là, c'était des filles timides. C'est souvent des filles timides qui passent sous le radar. Puis à un moment donné, on les a amenées dans le gymnase à faire du kinball. Et ces filles-là, qui normalement, c'est sûr que dans leur cours de sport, participaient pas, ils se sont mises toutes à participer. Donc, c'est difficile des fois pour les filles de participer dans des activités sportives mixtes, tu sais, parce qu'elles sont plus intimidées ou moins confiance en elles. Donc, c'est sûr qu'avec la créativité puis l'art, on est sûr d'aller les attraper. Oui. Au moins de créer le lien avec. Il y a des filles qui aiment le sport, donc ça pourrait être une façon de les raccrocher aussi. En effet, là, c'est pas les filles, c'est comme ça, les garçons, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, j'aurais aimé ça, que ça existe dans mon temps. Oui, c'est ça. En même temps, je sais pas si on m'aurait observé, si on m'aurait repéré, mais... Oui, je pense que oui. Oui? Okay, l'équipe école est assez impressionnante. Ils les connaissent, leurs élèves. Oui, les équipes école. C'est pour ça qu'on travaille étroitement avec ces gens-là. Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a des timides, mais il y en a des turbulentes aussi. C'est ça. Il y en a qui réussissent aussi bien à l'école, mais ils sont capables de les cibler. C'est ça. Donc, c'est ça, je continue avec l'idée de Julie, c'est-à-dire, vous auriez aimé ça, avoir ça à ce moment-là. Donc, Naos, est-ce qu'il vient plus en prévention qu'après? Donc, alors, aide la jeune fille à rester. Absolument. On travaille vraiment en prévention. Puis on commence dès la 5e année, 5 et 6e année. Puis on a 3 programmes phares. Le programme La créativité en action, qui est le programme de base. Mais on a un programme qui s'appelle Les passerelles. Elle pour les filles, pour favoriser la réussite du passage du primaire au secondaire. Puis on en a un autre qui est intergénérationnel. On met ensemble des femmes de plusieurs générations.
Mais quand on travaille en prévention, on s'est rendu compte au fil des années qu'entre 10 ans et secondaire 3, oui. Là, tu sais, 5e, 6e année, secondaire 1, 2, 3, là, c'est là où ça avait le plus d'impact. Okay. Rendu en 4, 5, on dirait que là, c'est plus difficile parce qu'elles sont préoccupées par d'autres choses, tandis que la prévention entre 10 et 15 ans, à peu près 14 ans, là, là, c'est vraiment là, à ce moment-là. Ouais. Donc, Julie et Isabelle, vous êtes deux femmes caucasiennes, puis j'aimerais savoir, est-ce que de nos jours, les décrocheuses ont surtout un profil d'immigrante de deuxième génération? Ce que moi, j'ai observé, parce que je ne suis pas spécialiste non plus, mais nous, on intervient dans la grande région de Montréal. Oui. C'est sûr que toute la clientèle majoritaire est issue de la diversité. Oui. Donc, je sais que nos interventions vont tenir en compte cette réalité montréalaise. Mais est-ce qu'elles sont plus susceptibles de décrocher? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. OK. Moi non plus, je ne suis pas en mesure de répondre à ça parce que je n'ai pas ces informations-là, tout simplement, de par ma posture à moi, qui est plus celle d'une essayiste, d'une personne qui écrit là-dessus, qui réfléchit à ça, mais qui n'a pas fait d'observation. Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet-là. Parce que pourquoi je vous demande ça, c'est que de la communauté haïtienne, qui est la mienne, il y a un fort taux aussi de décrochage qui est relié aussi à l'aspect culturel. Donc, le fait que les parents sont très autoritaires, très, comment je vais dire, pour l'éducation, etc. Donc, des fois, le jeune ou la jeune fille ne peut pas plaire ou arriver à ça. Et souvent, il y a des décrochages. Ou aussi d'autres où les parents sont dans un milieu manufacturier. Il n'y a pas d'accompagnement aussi, etc. Alors, je pensais que vous aviez vu ça un peu dans les interventions de Naos Jeunesse. C'est sûr qu'il y a... on voit les enjeux auxquels les filles sont confrontées par rapport à, justement... on peut voir par rapport à l'éducation, par rapport à d'où elles viennent, que c'est pas toujours le même regard ou les mêmes types d'intervention. Ça, on le voit. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un de nos blocs. Quand on parle du vivre ensemble, de la diversité, à ce moment-là, les filles peuvent exprimer justement ce qu'elles vivent à la maison par rapport à toutes ces questions-là. Alors, d'une communauté à l'autre, elles peuvent se reconnaître, elles peuvent en discuter, échanger. C'est sûr que ça les aide. Oui. Mais je sais que le facteur numéro 1, c'est le profil socio-économique. Économique, oui, tout à fait. C'est ce qui est évident, oui. Donc, maintenant, est-ce que il y a Naos Jeunesse, est-ce qu'il y a d'autres intervenants organismes? Il y a Filles Actives, donc qui offrent aussi des services dans ce genre. Oui, c'est axé sur le sport. Oui. C'est un organisme qui est très actif, alors qui amène les filles à faire du sport, ce qui est extraordinaire. C'est un organisme, je pense, qui agit dans la globalité. Nous, chez Naos Jeunesse, la particularité que je pourrais dire, c'est on agit au deuxième niveau d'intervention qu'on appelle, c'est-à-dire avec des petits groupes, des filles ciblées. Et lorsqu'elles participent à nos ateliers, c'est des ateliers qui durent 20 semaines, 10 à l'automne, 10 au printemps. On peut observer une transformation auprès des filles. Ça, c'est sans équivoque. À chaque fois, elles ont pris conscience. Donc, nous, notre intervention, ce qui est particulier, c'est ça, là, c'est que c'est vraiment une intervention de deuxième niveau, comme on dit. Deuxième niveau, OK. Puis, j'aimerais ça que vous nous parliez des beaux cas que vous avez eus de témoignages. Oui. Ouais. Moi, au début, quand j'ai fondé Naos, je faisais tout.
j'animais, j'ai élaboré le programme et j'ai des faits vécus quand moi j'animais. Oui. Il y en avait une, par exemple, qui était très turbulente, qui prenait énormément de place. Puis c'était correct. On lui disait, c'est correct, c'est ta personnalité. Puis on a le droit d'être comme on est. Il faut juste faire attention quand quelqu'un d'autre veut parler, de lui laisser de la place. Il y en a qui sont plus timides. Puis elle, qui était très provocatrice au début, à la fin de l'atelier, elle a dit c'est incroyable comment j'ai changé avec Naos. Au début, mon estime de moi était, puis elle montre là, le bas du plancher. Puis elle dit, maintenant, elle est comme ça, puis elle monte en haut de sa tête. C'est beau. C'était beau. Il y en a qui vont dénoncer des cas d'intimidation avec l'intervenante. Il y en a qui vont dénoncer des cas de maltraitance. Il y en a qui vont découvrir des aspirations, puis qui vont pouvoir l'exprimer. Ça, j'ai vu ça, une fille très, très, très timide qui était incapable de s'adresser au groupe. Puis à la fin, de dire ce qu'elle voulait faire dans la vie. Puis c'était vraiment beau à voir. Oui, c'est de beaux résultats. Julie, est-ce que... Moi, c'est sûr que mon blog est quand même plus récent aussi, donc j'ai un peu moins de recul. Moi, je réfléchis au décrochage scolaire chez les filles depuis 2019, mais j'ai débuté le blog en 2024. Oui, d'accord. C'est sûr que j'ai un peu moins de témoignages, mais j'en reçois quand même des gens qui me disent que ma prise de parole est importante ou des gens qui se reconnaissent ou qui me disent « ben oui, j'avais déjà entendu parler de ça » ou « j'en avais jamais entendu parler, je n'aurais jamais pensé, mais maintenant, je ne vois que ça. » Maintenant, il y a des gens qui m'envoient des informations, là, qui me partagent des articles de journaux, qui me disent « je pensais tellement à toi, je voyais ça, puis je le voyais l'angle féminin qui n'était pas là, qui n'était pas présent. » Donc, les gens interviennent, mais c'est complètement différent pour l'instant parce que c'est ça, c'est tellement jeune encore, mais oui, tantôt, je faisais référence à la personne qui m'a dit qu'elle avait décroché en même temps que moi. C'est touchant là, de voir ça. Puis après, pour moi, comme c'est encore très personnel, des fois, c'est un peu plus difficile à recevoir aussi ces témoignages-là parce que ça vient me brasser. Je suis pas psychologue, là. Je suis pas équipée pour ça. Donc, des fois, j'ai besoin d'un peu de recul pour ça. Puis l'autre fois, il y a une personne qui m'a écrit, puis j'ai dit je vais prendre une couple de jours avant de te répondre. Là. Mais merci de m'avoir écrit, là, mais je peux pas aller plus loin pour l'instant. Oui. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'être une décrocheuse assumée, je dirais, parce que moi, je suis avocate. Oui, bien sûr. Et dans mon milieu, j'en ai jamais parlé. Sauf à une collègue, là. Bien sûr. Et d'ailleurs, je lui disais, j'en parle pas, tu sais, je suis pas fière, tout ça. Puis elle disait, mais au contraire, tu devrais être fière. Je dis pas que je suis pas fière à l'extérieur de mon milieu professionnel. Je suis quand même fière dans ma vie personnelle et avec ce que je fais avec Naos, mais au niveau professionnel, on a peur du regard, on a peur de se faire juger, etc., etc. Ouais. Donc, je trouve que c'est super le blog parce qu'effectivement, de montrer que ça existe parce que... Exactement, c'est important. Mais moi, j'ai plus honte maintenant, là. Maintenant, c'est correct. C'est correct. Mais moi non plus. Super, super. Alors, rapidement, on termine. Julie, pour écouter votre blog... Pour lire mon blog, c'est le Julie Collin, donc Collin avec 2 L, très important, .substack.com. Parfait. On va aussi l'inscrire. Puis, Isabelle, je sais que c'est un organisme à but non lucratif, Naos Jeunesse, donc vous avez besoin de... On a besoin d'aide, on a besoin de dons, de subventions, évidemment, parce qu'on veut élargir notre champ d'action. On est un petit organisme, on a beaucoup de travail à faire. On a un site Internet, c'est www.naosjeunesse en un seul mot, @org. Et si vous êtes intéressé à soutenir la cause, vous pouvez faire un don directement. On est un organisme qui est reconnu pour faire des reçus de charité. Donc, chaque don pourra donner lieu à un reçu de charité. Puis, s'il y en a qui sont intéressés à faire du bénévolat, on est ouverte, toujours. Alors, vous pouvez nous contacter. Ouvert. Alors, Naos, c'est bien Naos pour ceux qui veulent, pour le site Internet. Écoutez, merci à toutes les deux pour votre générosité dans vos réponses et puis de ce partage en toute transparence. Puis, vous avez vraiment des parcours inspirants. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites et puis d'inspirer d'autres femmes. Puis, vivement les femmes, l'émission est là justement pour ça.
ça, pour toujours parler aussi certaines problématiques plus liées aux femmes. Donc, merci pour ce travail-là. Et je rappelle que mes invités aujourd'hui sont Julie Collin, libraire animatrice radio-blogueuse, et Isabelle Serra, avocate, présidente, fondatrice de Naos Jeunesse. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute mon équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine.